Je m'appelle Farah, et mon histoire commence dans un petit village perdu au cœur des montagnes. C'était un endroit où le temps semblait figé, où chaque maison, chaque ruelle, portait l'empreinte des traditions anciennes. Les jours étaient rythmés par le chant des coqs à l'aube, le bruit des bêches dans les champs, et les discussions des femmes autour des fours à pain. Nous vivions simplement, mais cette simplicité était aussi une prison pour nous, les filles du village. Ma famille était modeste, mais unie. Mon père, un homme réservé mais respecté, travaillait dur pour subvenir à nos besoins. Il était le pilier de la maison, toujours silencieux, mais sa présence imposait le respect. Ma mère, en revanche, était l'âme de notre foyer. Énergique, stricte et autoritaire, elle veillait à ce que tout soit en ordre. Pour elle, la vie n'était pas faite de rêves, mais d'obligations. Chaque journée était une liste de tâches à accomplir, et rien ne devait être laissé au hasard. En tant qu'aînée, j'étais l'ombre de ma mère. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à cuisiner, à nettoyer, à m'occuper de mes frères et sœurs. À 12 ans, j'ai quitté l'école. Ce n'était pas un choix, c'était une nécessité, selon ma mère. Une fille n'a pas besoin d'étudier, disait-elle souvent. Elle a besoin de savoir tenir une maison et plaire à son mari. Ces mots, bien que prononcés avec assurance, avaient laissé une trace dans mon cœur. J'aimais apprendre. À l'école, je rêvais en lisant les rares livres qu'on nous prêtait. Mais ces rêves, je devais les oublier. Dans notre village, une fille qui étudiait longtemps était perçue comme une fille inutile. À quoi bon étudier si, au final, son destin était d'être une épouse et une mère? Les années ont passé, et je me suis habituée à cette vie. Je passais mes journées à aider ma mère, à apprendre les recettes du village, à écouter les histoires des vieilles femmes sur leur jeunesse. Mais parfois, le soir, quand tout était calme, je m'asseyais sur la terrasse et regardais les étoiles. Je me demandais si ma vie serait toujours ainsi, si je finirais comme ces femmes, usées par les tâches quotidiennes et les sacrifices imposés. Un jour, alors que je balayais la cour, une femme est arrivée chez nous. Elle portait un foulard noué avec soin, et ses bijoux scintillaient sous le soleil. Elle avait une allure imposante, une présence qui attirait l'attention. Ma mère l'a accueillie avec un sourire chaleureux et l'a invitée à s'asseoir dans notre salon. Moi, je les regardais de loin, curieuse. Leur conversation était discrète, mais je pouvais sentir qu'il s'agissait de quelque chose d'important. Après le départ de cette femme, ma mère est venue me voir. Son sourire était inhabituel, un mélange de fierté et de nervosité. Farah, demain, une famille viendra te demander en mariage. Ces mots ont résonné en moi comme un écho lointain. Je n'étais qu'une adolescente. Je n'avais jamais pensé au mariage, et encore moins à ce qu'il signifiait réellement. Mon cœur s'est serré. En mariage? Ai-je murmuré, incrédule. Oui, a répondu ma mère avec assurance. C'est une bonne famille. Leur fils est travailleur, poli, et il prendra soin de toi. C'est une chance pour toi, Farah. Je n'ai pas su quoi répondre. Je voulais protester, dire que je n'étais pas prête, que je voulais d'abord vivre, découvrir le monde. Mais dans notre culture, ces mots étaient inconcevables. Une fille n'avait pas son mot à dire. Alors, j'ai baissé les yeux et hoché la tête. Le lendemain, la famille est venue. Ils étaient trois: le père, un homme grand et imposant, la mère, une femme élégante et souriante, et leur fils. Ce dernier était un jeune homme de taille moyenne, aux traits ordinaires. Il avait un regard fuyant et semblait mal à l'aise. Depuis ma chambre, je les observais discrètement. Quand ma mère m'a appelé pour les rejoindre, mon cœur battait à tout rompre. Je suis entrée dans le salon, les yeux baissés, mes mains tremblantes. Les discussions allaient bon train. On parlait de la stabilité du jeune homme, de sa bonne éducation, de la respectabilité de sa famille. Mais personne ne m'a demandé ce que je pensais. Mon rôle était de sourire timidement, de répondre à quelques questions banales, et de laisser les adultes décider. Quelques jours plus tard, les préparatifs du mariage ont commencé. Ma mère était partout à la fois, choisissant ma robe, organisant les repas, discutant avec les voisins pour les invitations. Moi, je me laissais entraîner dans ce tourbillon. On m'habillait, on me maquillait,
On me coiffait. Je me regardais dans le miroir, mais je ne me reconnaissais pas. Ce mariage, ce n'était pas le mien. C'était celui de ma famille, de la tradition, du village. Le jour du mariage, tout le monde semblait heureux, sauf moi. Les femmes dansaient, les hommes riaient, les enfants jouaient. Mais moi, je me sentais comme une étrangère. Je portais une robe blanche qui semblait peser une tonne, et chaque sourire que je faisais était une façade. La première nuit, mon mari, Yacine, s'est montré poli mais distant. Il m'a souhaité une bonne nuit et s'est couché. Je pensais que c'était normal, que les choses prendraient du temps. Mais les semaines sont devenues des mois, et rien n'a changé. Yacine était un homme silencieux, presque absent. Il partait tôt pour son travail, rentrait tard, mangeait en silence, priait, et allait se coucher. Nos échanges étaient limités à des mots simples. Je me sentais invisible, comme si je n'étais qu'un meuble dans la maison. Un soir, après le dîner, j'ai essayé d'engager une conversation. Yacine, pourquoi ne parles-tu pas plus? Il a levé les yeux, surpris. Parler de quoi? De toi, de ta journée, de nous? Il a haussé les épaules. Tout va bien. Je n'ai rien à dire. Ces mots ont été un coup de poignard. Je me suis levée et suis partie sans un mot. Ce soir-là, j'ai compris que ce mariage serait une longue solitude. Les jours se transformaient en mois, et ma vie avec Yacine ne faisait que renforcer ce sentiment d'abandon et de solitude. Chaque journée ressemblait à la précédente. Il n'y avait pas de rire, pas de discussion, pas de projet commun. Juste une routine morne, rythmée par les repas silencieux et les nuits où chacun se tournait de son côté du lit, perdu dans ses propres pensées. Ma mère venait parfois me rendre visite. Elle semblait contente de voir que je n'avais pas de problème dans mon mariage, selon ses critères. Pour elle, un bon mariage était un mariage sans dispute, où chacun remplissait son rôle. Mais pour moi, c'était bien plus compliqué. Je me sentais piégée, comme un oiseau dans une cage dorée. Un jour, ma mère m'a proposé de partir camper avec des voisins. Elle pensait que cela me ferait du bien de changer d'air, de sortir de cette maison où je vivais comme une ombre. Quand j'ai demandé à Yacine la permission, il a simplement répondu « Fais ce que tu veux ». Cette réponse, bien qu'apparemment permissive, m'a blessée. Elle montrait à quel point il se désintéressait de ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais pas continuer ainsi. Mais je n'avais encore aucune idée de la tournure que prendraient les événements. Le voyage en camping a été une véritable bouffée d'air frais. Nous étions au bord de la mer, un endroit magnifique où les vagues semblaient chanter une mélodie apaisante. Les rires des enfants, les discussions des femmes et le parfum de l'air marin m'ont permis, pour la première fois depuis longtemps, de respirer. Je me sentais libre, même si ce n'était que temporaire. C'est sur cette plage que je l'ai rencontré. Karim, un jeune homme avec un sourire chaleureux et des yeux pétillants, est apparu presque comme par magie. Il s'est présenté avec une aisance qui m'a désarçonné. « Bonjour, je suis le fils de la dame qui a parlé à votre mère hier. » Son assurance contrastait tellement avec la réserve de Yacine. J'étais à la fois intriguée et méfiante. Il a entamé une conversation légère, sans aucune prétention, et m'a mise à l'aise malgré moi. Puis, après quelques minutes, il m'a demandé mon numéro. Mon cœur s'est emballé. Une partie de moi savait que c'était mal. Mais une autre, celle qui avait été ignorée depuis des mois, voulait exister. J'ai hésité, puis je lui ai donné mon numéro. Ce simple geste a marqué un tournant dans ma vie. Ce soir-là, il m'a envoyé un message, puis un autre, et encore un autre. Nos échanges étaient légers au début, presque innocents. Mais rapidement, ils ont pris une tournure plus profonde. Karim voulait tout savoir de moi, mes rêves, mes pensées, mes peurs. Il posait des questions que personne ne m'avait jamais posées. « Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse, Farah ?» Je ne savais pas quoi répondre. Personne ne m'avait jamais demandé ce que je voulais ou ce que je ressentais. Avec lui, je me sentais vivante. Ses messages étaient comme une lumière dans l'obscurité de ma vie. Mais cette lueur d'espoir s'accompagnait d'une culpabilité croissante. Chaque fois que je répondais à ces messages, je me sentais comme une trahisseuse. J'étais encore mariée,
Et bien que mon mariage soit vide d'amour, il existait encore. Je savais que ce que je faisais était mal. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Karim m'avait réveillé d'un long sommeil, et je ne voulais pas replonger dans cette torpeur. Un soir, Karim m'a appelé pour la première fois. J'étais nerveuse, mais aussi excitée. Sa voix, douce et rassurante, a immédiatement dissipé mes doutes. Farah, je ne veux pas te causer de problème, a-t-il dit. Mais je ressens quelque chose de fort pour toi. Je veux qu'on construise quelque chose, si tu le veux aussi. Ces mots ont bouleversé mon cœur. Pour la première fois, quelqu'un me parlait d'un avenir, d'un choix, d'une vie où mes désirs comptaient. Mais cela signifiait une chose, je devais prendre une décision. Une décision qui changerait ma vie pour toujours. Après des semaines d'échanges secrets avec Karim, j'ai finalement trouvé le courage d'affronter Yacine. Ce soir-là, il était assis à table, lisant son journal comme d'habitude. J'ai pris une grande inspiration et lui ai dit « Yacine, je veux divorcer ». Il a baissé son journal, surpris, mais pas choqué. Pourquoi? Parce que je ne peux plus vivre ainsi. Il n'y a rien entre nous. Nous ne sommes pas heureux. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait, mais sans émotion particulière. Si c'est ce que tu veux, alors d'accord. Sa réponse m'a blessée, pas parce qu'il acceptait si facilement, mais parce qu'elle confirmait tout ce que je ressentais, il ne tenait pas à moi. Je n'étais qu'un poids pour lui, une obligation. Quand j'ai annoncé ma décision à ma famille, ce fut une tempête. Ma mère a crié, pleuré, et m'a accusé de déshonorer notre famille. Mon père, furieux, m'a interdit de retourner chez eux après le divorce. Une femme divorcée? Tu veux nous humilier devant tout le village? Mais cette fois, je suis restée ferme. J'étais prête à affronter la honte, les jugements, et même le rejet de ma famille. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans cette prison invisible. Le divorce a été prononcé rapidement. Je suis retournée chez mes parents, mais l'accueil a été glacial. Les voisins murmuraient, ma mère m'évitait, et mon père refusait de m'adresser la parole. Mais malgré tout, je sentais une liberté que je n'avais jamais connue. Karim, fidèle à lui-même, est resté à mes côtés. Un jour, il est venu me voir en secret et m'a dit « Farah, je veux que tu sois ma femme. Peu importe ce que les autres pensent. Peu importe ton passé. » Ces mots m'ont redonné espoir. Mais son amour ne suffisait pas à effacer les obstacles. Sa mère, farouchement opposée à notre union, m'a rejeté catégoriquement. Pourquoi elle? A-t-elle crié. Elle est divorcée. Trouve-toi une fille qui n'a pas de passé. Mais Karim ne s'est pas laissé décourager. Il lui a répondu avec une force qui m'a impressionné. Parce que je l'aime. Et c'est elle que je veux. Malgré les objections de la mère de Karim, il n'a jamais vacillé dans sa décision. Ses paroles étaient claires, il voulait être avec moi, et rien ne pourrait l'en empêcher. Pourtant, ce n'était pas suffisant pour apaiser la tension. Chaque visite chez sa famille était marquée par des regards lourds et des silences gênants. Sa mère évitait de me parler directement, et quand elle le faisait, ses mots étaient empreints de froideur. « Elle ne mérite pas mon fils », murmurait-elle parfois, suffisamment fort pour que je l'entende. Karim essayait de tempérer la situation. Il passait des heures à discuter avec elle, à essayer de lui faire comprendre que notre union était basée sur un véritable amour et un respect mutuel. Mais elle était ancrée dans ses préjugés. Un jour, Karim m'a dit « Farah, peu importe combien de temps cela prendra, je continuerai à me battre pour nous. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas obligé de supporter cela. Si c'est trop lourd pour toi, je comprendrai. » Ces mots m'ont bouleversée. C'était la première fois qu'un homme me donnait un choix, qu'il reconnaissait mon droit de décider. Mais j'étais déterminée. Je resterai. Tant que tu es à mes côtés, rien d'autre ne compte. Les mois suivants furent difficiles, mais ils renforcèrent notre lien. Peu à peu, les efforts de Karim commencèrent à porter leurs fruits. Sa mère, bien qu'encore réticente, fit des concessions. Elle commença à me parler, à poser de petites questions sur ma vie. Ce n'était pas encore une acceptation totale, mais c'était un début. Le jour de notre mariage, sa mère est venue me voir pour la première fois avec un regard adouci.
Tu as de la chance d'avoir un fils aussi bon que Karim, a-t-elle dit d'une voix neutre, mais sans animosité. Je savais que c'était sa manière de faire un pas vers moi, et je l'ai accepté avec gratitude. Notre mariage n'était pas grandiose. Contrairement à mon premier mariage, où tout le village avait été invité, celui-ci était simple et intime. Mais il était à l'image de ce que je voulais, sincère et authentique. Je portais une robe modeste, choisie avec soin par Karim, et chaque sourire que je faisais était vrai. Après notre mariage, nous avons commencé notre vie commune. Ce n'était pas parfait. Comme tous les couples, nous avions nos désaccords, nos moments de doute. Mais la différence était que, cette fois, il y avait une communication, une écoute. Karim n'était pas un homme de silence comme Yacine. Il voulait savoir ce que je pensais, ce que je ressentais. Un soir, alors que nous dînions, il m'a demandé « Farah, quel est ton plus grand rêve ?» Cette question m'a prise de court. Personne ne m'avait jamais demandé cela. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Alors, découvrons-le ensemble, a-t-il dit avec un sourire. Ces mots résumaient tout ce qu'il était, un homme prêt à m'accompagner, à m'aider à grandir, à construire une vie qui me ressemblait. Peu à peu, j'ai appris à rêver. Avec Karim, j'ai commencé à envisager des projets que je n'aurais jamais osé imaginer auparavant. Nous avons parlé de voyager, de découvrir le monde au-delà des montagnes de mon village. Il m'a encouragé à reprendre des études, à lire davantage, à explorer mes passions. Un jour, il m'a offert un carnet et m'a dit « Écris, écris tout ce qui te passe par la tête, tes pensées, tes idées, tes rêves. Peu importe si ça a du sens ou non. Laisse ton esprit s'exprimer. » Ce carnet est devenu mon refuge. J'y écrivais tout, de mes souvenirs d'enfance à mes espoirs pour l'avenir. Cela m'a permis de me redécouvrir, de comprendre qui j'étais en dehors des attentes des autres. Mais tout n'était pas rose. La société dans laquelle nous vivions restait ancrée dans ses jugements. Être une femme divorcée et remariée était encore mal vu. Certaines femmes du village chuchotaient derrière mon dos, et les regards désapprobateurs étaient fréquents. Un jour, alors que je faisais des courses au marché, une voisine m'a lancé, non sans mépris. « Alors, la divorcée, tu es contente d'avoir trouvé un deuxième mari ?» Ces mots m'ont blessée, mais je l'ai ignoré. En rentrant, Karim a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe, Farah ?» Je lui ai raconté l'incident, et il a serré les poings, furieux. « Ne les écoute pas. Leur opinion ne compte pas. Ce qui compte, c'est nous, ce que nous construisons ensemble. » Sa colère m'a réconfortée. C'était une preuve supplémentaire qu'il était là pour moi, quoi qu'il arrive. Avec le temps, ces jugements ont perdu de leur importance. J'ai appris à me concentrer sur ma vie, sur mon bonheur. Et Karim m'a appris à voir la force dans mes cicatrices, à accepter mon passé comme une partie de ce que je suis. Aujourd'hui, je vis une vie que je n'aurais jamais imaginée. Mon mariage avec Karim est basé sur l'amour, le respect et la communication. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes vrais. J'ai appris que les erreurs du passé ne définissent pas qui nous sommes, mais les leçons que nous en tirons. Après notre mariage, la vie avec Karim a été un véritable apprentissage. Ce n'était pas simplement une nouvelle vie de couple, c'était une redécouverte de moi-même, une chance de me reconstruire loin des traditions oppressantes qui avaient marqué mon premier mariage. Nous avons emménagé dans une maison simple mais chaleureuse, située à la périphérie du village. Karim avait tenu à ce que je me sente chez moi, et chaque détail de cette maison reflétait cette intention. Il m'avait même laissé choisir les couleurs des murs et les meubles. Ce geste, aussi anodin qu'il puisse paraître, représentait beaucoup pour moi. C'était la première fois que quelqu'un me demandait mon avis, que je participais à la construction d'un espace commun. Les premiers mois ont été une période d'adaptation. Bien que Karim soit patient et attentionné, j'avais encore des blessures invisibles, des réflexes issus de mon passé. Parfois, je m'excusais pour des choses insignifiantes, comme si j'avais peur de mal faire. Un jour, alors que je cassais accidentellement un verre en préparant le dîner, je me suis mise à paniquer. « Je suis désolée, je vais nettoyer tout de suite, ne t'inquiète pas. » Karim, qui était assis à table,
s'est levé calmement et a pris ma main. Farah, ce n'est qu'un verre. Ça arrive. Pourquoi t'excuser autant? Je n'ai pas su quoi répondre. J'avais toujours vécu dans un environnement où la moindre erreur pouvait être suivie de critiques ou de jugements. Karim m'a regardé avec douceur et a ajouté. Ici, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu es chez toi. Tu as le droit de faire des erreurs. Ces mots ont provoqué un mélange d'émotions en moi. J'ai éclaté en sanglots, non pas parce que j'étais triste, mais parce que je réalisais que j'étais enfin dans un espace où je pouvais être moi-même sans peur. Karim m'a simplement serré dans ses bras, sans poser de questions. Avec le temps, j'ai commencé à m'ouvrir davantage. Nous passions nos soirées à discuter de tout et de rien. Karim adorait raconter des histoires sur son enfance, sur les bêtises qu'il faisait avec ses frères. Moi, je lui parlais de mes souvenirs du village, de mes rêves d'enfance, et même de mes peurs. Ces échanges m'ont appris ce que signifiait réellement la complicité dans un couple. Un jour, Karim est rentré à la maison avec un paquet enveloppé dans un papier coloré. Curieuse, je l'ai ouvert et découvert un livre intitulé « Découvrir le monde par soi-même ». « C'est pour toi », a-t-il dit avec un sourire. « Je sais que tu n'as pas eu l'opportunité d'étudier comme tu le voulais. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. » Ce livre est devenu un trésor pour moi. Je passais des heures à le lire, à découvrir des idées, des lieux, des concepts qui m'étaient inconnus. Karim m'encourageait à poser des questions, à chercher des réponses. Il m'a même proposé de suivre des cours du soir dans une petite école voisine. Tu as tellement de potentiel, Farah. Ne le laisse pas dormir. Cette phrase, prononcée avec tant de conviction, a été un déclic pour moi. Je me suis inscrite à ces cours, et pour la première fois, j'ai repris un stylo entre mes mains pour écrire autre chose que des listes de courses. Apprendre était une libération. Cela m'a permis de reprendre confiance en moi, de me sentir capable de réaliser des choses par moi-même. Mais tout n'était pas parfait. Les regards et les jugements dans le village persistaient. Les commérages allaient bon train. Une voisine m'a un jour arrêté au marché pour me dire, avec une pointe de mépris. Alors, la divorcée qui se croit importante maintenant? Ces remarques me blessaient encore, mais Karim m'a appris à les ignorer. Ils parlent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, me disait-il. Concentre-toi sur toi, sur nous, sur ce qu'on construit ensemble. Un jour, alors que nous étions chez ses parents pour un déjeuner, sa mère m'a surprise en m'appelant dans la cuisine. Elle avait toujours été distante avec moi, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Farah, a-t-elle commencé d'une voix hésitante. Je voulais te dire que je me suis trompée sur toi. Tu rends mon fils heureux, et c'est tout ce qui compte. Ces mots m'ont bouleversée. C'était la première fois qu'elle reconnaissait ma place dans la vie de Karim. Ce moment, bien qu'il paraisse simple, était une victoire pour moi. Les années ont passé, et avec Karim, nous avons construit une vie riche en expériences et en amour. Nous avons voyagé, exploré de nouveaux horizons, et même ouvert une petite boutique ensemble. Il m'a toujours soutenue, m'a poussé à aller au-delà de mes limites. Aujourd'hui, en repensant à mon parcours, je réalise à quel point j'ai changé. Je ne suis plus cette jeune fille effrayée et silencieuse. Je suis devenue une femme forte, capable de prendre des décisions pour elle-même. Tout cela, je le dois à Karim, mais aussi à mon courage de dire non à une vie qui ne me ressemblait pas. Cette histoire, je la partage pour rappeler à toutes les femmes qu'elles ont le droit de choisir leur vie, qu'il est possible de se relever, même après des échecs. Nous méritons toutes de vivre une vie qui nous épanouit, sans avoir peur du regard des autres. Merci de m'avoir écouté et d'avoir partagé ce moment avec moi.